Et bonjour petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD et surtout une nouvelle lecture de sciences humaines et sociales. On se retrouve pour une toute nouvelle... Voilà, une toute nouvelle lecture. On part sur du Frédéric Lordon. Voilà. On part sur plus précisément les affects de la politique. Bon, en même temps ça sera marqué dans le titre, donc... Voilà, merde. Donc tu seras au courant en fait avant même que j'ai dit ces choses là, mais bon, bref, on se comprend. On est donc sur un livre qui m'a été offert par le chat, parce que le chat est adorable. Le chat aime que j'ai des ressources pour pouvoir expliquer pourquoi est-ce que Lordon dit de la merde, et ça c'est sympa. On va avoir donc droit à des lectures intenses, importantes, et probablement un peu médiocres au niveau de ce qui sera écrit, mais bon, c'est bien parce que moi au moins j'aurai beaucoup de choses à dire. Voilà. On est parti. Merci beaucoup encore, énormément à toi, Glitch, pour cet achat, pour ce cadeau. Avant-propos, lire hors de soi. L'expérience enseigne assez la rareté d'un lecteur. C'est que lire les mots, les phrases et en comprendre le sens n'y suffit pas. La qualité qui signe le lecteur est de celle qu'on ne rencontre pas souvent, pour des raisons d'ailleurs qui appellent moins la condamnation morale des insuffisances que l'analyse de mécanismes passionnels d'une grande puissance. Car lire, c'est sortir de soi. Et voilà d'emblée indiquer toute la difficulté. Comment sortir de soi quand le rapport au monde qu'instaure le conatus est par construction égocentré et projectif? Oh putain, déjà j'ai envie de le bomber. La réponse est qu'on ne le peut jamais complètement, mais qu'on le peut quand même, dans une certaine mesure, qui se gagne par un constant travail. Allons au plus loin pour faire entendre la difficulté sous sa forme maximale. Par exemple, nous ne pourrons jamais complètement accéder au point de vue d'un lombric sur le monde, car sur le monde, nous projetons une complexion humaine, sous une certaine actualisation, le point de vue d'un corps humain. Très généralement, vivre, c'est projeter affirmativement dans les choses extérieures la singularité d'une complexion. En définitive, toute la vie n'est qu'un gigantesque test projectif. Cependant, dans Le Terrier, Kafka va aussi loin qu'il est possible pour se faire top, et nous fait rentrer dans le point de vue d'une top. La chose est étonnante, stupéfiante même. Preuve est faite en tout cas, pas impossible. Alors, on t'entend faiblement par rapport à la musique? Non mais... Tout à l'heure, vous m'avez dit mais que ça allait, et puis maintenant vous me dites que ça va plus. Je vais rebaisser la musique, hein. Écoutez, je pense que ça dépend en fait surtout de la musique, de la chanson qu'il y a. Hop, voilà, j'ai baissé encore un tantinet. Au pire, vous entendrez pas la musique, et puis tant pis, c'est pas grave. Je vais déjà faire une première pause. Tu parles aussi plus bas dans le micro en lisant. Ah, c'est possible. C'est possible que j'ai... Voilà. On va faire déjà une première pause. Quel est le problème déjà sur ce premier putain de paragraphe? 1. Le langage est beaucoup trop verbeux. Il y a une volonté, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, à vouloir faire regarde mon gros cerveau et mes gros mots. Voilà. Et ensuite, exactement ce qu'est en train de dire Céron dans le chat, littéralement les 3 premières phrases du premier paragraphe, c'est la plupart des gens ne savent pas lire, vous êtes des glands. Quand vous marquez, hein, l'expérience enseigne assez la rareté d'un lecteur, c'est que lire les mots, les phrases et en comprendre le sens n'y suffit pas. La qualité qui signe le lecteur est de celle qu'on ne rencontre pas souvent pour des raisons d'ailleurs, blablabla. Ça, ce que ça veut dire, en clair, c'est la plupart des gens qui pensent qu'ils lisent, et ben en fait ils lisent pas, c'est pas des lecteurs. En fait, la plupart des gens ils comprennent pas ce qu'ils font. En fait, la plupart des gens ils sont pas compétents. Et ça, bah typiquement, ça c'est ce qu'on appelle du classisme. Parce que ce qu'il vous dit après derrière, c'est pas déconnant. Vous dire que c'est compliqué de pouvoir rentrer dans la psyché de la personne qui a écrit. Parce que du coup, de fait, on n'est pas la personne qui a écrit, qu'on n'a pas ses expériences, qu'on n'a pas son vécu, et que potentiellement on peut passer à côté de certains éléments. C'est pas déconnant. C'est loin d'être déconnant, c'est même plutôt pertinent, puisque c'est un des problèmes qu'on a en communication. Justement, c'est que quand on communique, c'est très sympa, hein, parce que vous avez vous qui communiquez, qui dites et qui entendent vos trucs, de même grand face. Et le problème, c'est que même si vous dites vous quelque chose, c'est pas forcément ce que percevra la personne en face, parce qu'elle a certains affects, parce qu'elle a certains vécus, parce qu'elle a certaines expériences, etc. Et vice versa. Donc en soi, c'est intéressant déjà comme idée, mais il peut pas s'empêcher de commencer à développer cette idée en mettant d'abord, la plupart des gens ils savent pas lire, la plupart des gens ils savent pas des lecteurs.
Parce que vous comprenez, il faut une certaine maîtrise, il faut une certaine culture pour ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle le classisme. Et ça, bah, typiquement, bah, c'est un problème. Le classisme, c'est pas bien. Bon, déjà, ça commence mal. Ensuite, il y a beaucoup de termes qui sont utilisés, qui sont des termes issus notamment effectivement de la philosophie, le conatus, etc. Qui sont des notions que j'ai pas spécialement envie de développer, mais qui sont en gros Jean-Michel Gros-Cerveau, quoi. Voilà, c'est vraiment l'effet Jean-Michel Gros-Cerveau. Regarde, j'utilise des gros mots, des mots que t'as pas l'habitude de voir dans le langage commun. Comme ça te perd un peu et ça me donne une belle assurance de gros cerveau. À mon sens, mais c'est peut-être effectivement pas son sens à lui, à mon sens, l'intérêt de faire la vulgarisation, l'intérêt d'écrire des livres, etc., c'est de les rendre accessibles aux gens. Parce que je suis désolé, mais quand vous appelez Frédéric Lordon et que vous faites ce genre de livre-là, vous le faites pas pour un public de spécialistes, vous le faites pas pour un public de personnes en sciences humaines et sociales, pour des philosophes ou je ne sais quoi. Parce que sinon vous passez pas par ces types d'ouvrages-là, vous passez pas en fait par des ouvrages qui sont accessibles au grand public, vous le faites dans des bibliothèques spécialisées, en fait vous le faites dans un cadre spécialisé où c'est à disposition des personnes qui vont travailler ces notions-là, etc. Donc en fait, déjà ça part mal. C'est qui Lucchini? Alors Lucchini c'est un acteur très très nul et très 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 de droite qui peut pas s'empêcher de faire énormément de classisme, de racisme, de sexisme à chaque fois qu'il ouvre. C'est incroyable de médiocrité et il est vu comme un espèce d'acteur, grand penseur, philosophe incroyable. Et il a des rôles exceptionnels comme celui de l'enseignant de 40 berges qui couche avec son élève de 20 ans par exemple, et il n'y a aucun problème pour lui à faire ça en film. Entre autres choses. Voilà, ça c'est qu'un des éléments parmi d'autres, hein. Ça vous présente assez la personne, c'est bon? Ou vous en voulez d'autres, des détails? Ok, merci. Voilà. Fabrice Lucchini, donc acteur, réalisateur et classiste de droite et bandeur de Céline. Enfin voilà, c'est vraiment... J'en veux d'autres. Bah, il peut pas s'empêcher de soutenir toutes les personnes politiques de droite. Il peut pas s'empêcher de passer sur des plateaux télé, notamment avec elle. Vous allez reconnaître très très vite de qui je parle. J'adore rire. Il peut pas s'empêcher de passer sur des émissions avec elle pour cracher sur les banlieues, cracher sur les pauvres, cracher sur les jeunes, cracher globalement en fait sur tous ceux qui n'ont pas de thunes. Il est fervent partisan de si tu veux tu peux. Voilà, il aimerait être de gauche, mais il peut pas être de gauche quand il voit la médiocrité des gens de gauche qui se plaisent et qui se complaisent dans le fait d'être des prolétaires, bien sûr. Enfin voilà, il y a vraiment plein de trucs comme ça très 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 nuls. C'est assez exceptionnel. C'est celui qui insulte les pianistes dans les gares parce qu'il y a l'assassine la musique. Ah oui aussi, c'est vrai. Ouais. Non, franchement, c'est vraiment quelqu'un de discutable sur 20. C'est... Ouais. Voilà. Salamé l'aime bien. Ouais, je pense que ça veut tout dire. Léa Salamé l'aime bien. Ok. Bon, donc voilà, le premier petit élément qui me fait tiquer, donc c'est évidemment ce côté classiste qui ressort dès littéralement les 3 premières phrases du livre. Après, ça débloque une idée qui est intéressante, parce qu'encore une fois, cette notion que on peut essayer de se projeter, de comprendre ce qui est écrit, ce qui est pensé par quelqu'un d'autre, malheureusement n'étant pas cette personne, on aura toujours des difficultés à comprendre pleinement. C'est intéressant, c'est pas débile en fait, bien au contraire. Sauf qu'il peut pas s'empêcher de mettre d'abord cette petite couche de classisme, ce qui est quand même très con. Enfin, personnellement en tout cas que je trouve très con. Oh non, je dois aller en réunion et en plus j'ai oublié mon téléphone ce matin, donc je vais pas pouvoir traîner sur Mastodon pendant la réunion. So sad. Courage en tout cas pour la réunion. Il faut que je redise bien le pseudo. Féloutier, passe une très bonne journée. J'essaye. Je sais pas si c'est très doué, mais j'essaye. Ça me fait écho à la lecture de Andalis sur Platon et la gauche élitiste. Certes. Je reprends. C'est ce qu'on projette. C'est que ce qu'on projette n'est pas irrévocablement donné. Les modes sont modifiables, explique Spinoza. Ça y est, ça commence déjà avec Spinoza. Spécialement le monde humain, que la complexité de son organisation corporelle dote d'une plasticité sans pareille dans son genre, c'est-à-dire aux variations individuelles près. Alors ça, bah,
Je vais re-attaquer encore une fois. Typiquement, ça c'est spéciste en fait. Le fait de vouloir mettre l'humain au-dessus du reste, l'humain comme étant le modèle le plus complexe, etc. Ça se base sur quoi en fait? Concrètement, tu pars sur quoi en fait? Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Si la seule chose qui te permet de dire ça, c'est Spinoza, qui est un philosophe qui est cané depuis quand même quelques siècles, et qui, toute proportion gardée de son époque, de son contexte scientifique, etc. Bref, on va dire, a fait ce qu'il pouvait avec les moyens qu'il avait, mais qu'on a quand même clairement dépassé depuis plusieurs siècles, c'était un peu un problème. C'était un peu un problème. Parce que c'est-à-dire que si vraiment on en est à ce niveau-là, niveau validité et niveau base, utiliser en fait comme pilier du truc un Jean-Michel qui est cané depuis des plombes et qui a des connaissances et des recherches complètement dépassées, on va aller dans le mauvais sens quoi. Bon, en même temps, on n'est pas surprise. Hein. Je continue. Sans doute sommes-nous irrémédiablement enfermés dans la complexion spécifique de notre corps, qui est le corps humain. Raison pourquoi, voués à se sentir comme des humains, le monde d'un lombric, d'une taupe nous est infigurable jusqu'au bout. Pour autant, les aptitudes du corps humain sont grandes, très grandes même. Du reste, ce que peut le corps, personne jusqu'à présent ne l'a déterminé. On sait notamment qu'il est capable de modifications qui étendent le spectre de ses affectabilités, pour, quoique toujours à partir de soi, davantage sentir comme un autre. Parfois jusqu'à entrevoir le monde d'une taupe. Et donc là, il utilise une référence quoi? Il utilise une référence de Spinoza. Donc a priori, il est vraiment parti sur le principe de, pour vous montrer que, notamment, je cite, ce que peut le corps, personne jusqu'à présent ne l'a déterminé, sa référence de ça, c'est Spinoza, un philosophe, qui est quand même, encore une fois, cané depuis quelques années, qui a potentiellement, quelques recherches en moins qu'aujourd'hui, sur sa base théorique, on va dire. Oh putain, ça va être bien. On a lu une page. Je vous le dis quand même, on a lu une page, c'est déjà aussi médiocre. Parce que, qu'on soit d'accord, à ce niveau-là, ça a le même niveau de pertinence que moi je vous dis, par exemple, écoutez, à l'ère préhistorique, il y avait Gorum. Gorum était un grand guerrier et il a prouvé que Gorum était le maître supérieur de toute l'humanité. Voilà, donc sachez que maintenant, c'est Gorum le maître de l'humanité. C'est valide. Genre, bah non, en fait. Enfin, déjà, Gorum, il est mort, par exemple. Et puis, puis bah, du coup, c'était fait quand même. Il y a eu quelques recherches depuis qui ont montré beaucoup de choses, par exemple. Enfin, ah là là. Vraiment, ça va me. Allez, on continue. Quel rapport tout ceci peut-il avoir avec la lecture? Tout à fait direct, car si l'exercice projectif, c'est bien celui-ci. On ne lit jamais qu'à partir de soi, à partir de sa complexion. Pourtant, c'est un autre qu'on lit. Et revoilà le problème de la certaine mesure. La mesure, ni nulle ni complète, dans laquelle il est possible d'obtenir le décentrement de l'être conatif, essentiellement égocentré. Je vais retacler là encore une fois, parce que ça me fait un focus dessus, parce que ça fait 2 fois qu'il le dit. En fait, sa notion de base, là, qui ressort, telle que je l'aperçois, prenons en compte que je lis moi avec mes affects, mes cognitions, mes connaissances, n'est-ce pas? Le livre d'un autre, n'est-ce pas? En fait, il centre le fait que, écoute, t'es égocentré. Écoute, t'es un humain, donc forcément tu penses à ta gueule en premier. Écoute, tu es quelqu'un qui est profondément égoïste. Voilà, c'est ça que ça dit en fait. Hein. Littéralement, là, son propos, et ça a déjà été dit dès le début dans le premier paragraphe, parce qu'il te lâche un truc du genre... car lire c'est partir de soi, et à un moment donné il disait la même chose. Voilà, qu'instaure le conatus par construction égocentrée et projectif. En gros, ce qu'il vous dit, c'est vous êtes un individu qui pensera toujours à vous et à vous seul en premier et avant tout, systématiquement. Et déjà ça se base sur quoi? C'est ton idée de centrale, très bien, cool. Elle est étayée par quoi? Si elle est encore une fois étayée par Spinoza,
Bah disons que ça serait bien de prouver des choses quoi. Voilà, source. Littéralement, source. Source, putain, la con... Je continue. Plaise au ciel qu'elle ne soit pas complète. Ne signifierait-elle pas l'abolition du lecteur comme individualité consistante? Pourquoi cette phrase, encore une fois, tellement de mots qui sont mis pour faire genre gros cerveau. Mais Glitch qui est trop mignonne. Elle signifierait aussi la mort de l'œuvre même. Car l'œuvre ne vit que des réceptions singulières qui la modifient selon la complétion des récepteurs et par là la relance indéfiniment sous un principe de variation proliférante. Mais et la consistance dans ce que tu racontes, du coup, on s'en branle? Parce que là, du coup, ce qu'il vous dit, c'est en fait, l'important dans la lecture, c'est pas de comprendre ce que finalement vraiment a voulu parfaitement écrire le Jean-Michel qui a écrit. En fait, ce qui compte, c'est le fait que justement, tous autant que vous êtes, vous allez y lire et y poser certaines choses et du coup, ça va développer à chaque fois la lecture et c'est ça qui est beau finalement. Tous autant que vous êtes, en lisant, vous donnez de la pertinence au livre. Si juste vous repreniez ce qui avait été écrit, pensé, posé par l'écrivain, et bah du coup, en fait, vous rateriez le truc. C'est ça toute la grandeur de la lecture, c'est le fait de pouvoir justement chacun y apporter sa petite graine. Très bien, sauf que tu viens de passer littéralement 2 pages à nous dire putain vous êtes des branles, la plupart des gens ne savent absolument pas lire parce qu'en fait vous ne savez pas vous projeter à la place du lecteur, enfin de l'écrivain, etc. Genre, littéralement il vient de dire l'inverse de ce qu'il dit depuis 2 pages. Il y a combien de pages dans ce truc là? Qu'on rigole. Il y a 191 pages. On est page 9. Ça va aller. Respirez un grand moment. Ça va bien se passer. Bon, j'en étais à... Évidemment animé par la puissance propre de l'œuvre qui inspire dans sa mesure à elle, petite ou grande, mais jamais nulle, le désir d'en faire quelque chose. Même du plus indigent navet, pardon, mais je trouve que c'est extrêmement beaucoup trop vrai. Évidemment, animé par la puissance propre de l'œuvre qui inspire dans sa mesure à elle, petite ou grande mais jamais nulle, le désir d'en faire quelque chose, même du plus indigent navet, notre corps-esprit fera quelque chose. Lire, c'est donc élaborer, en première personne, à partir d'un matériau, d'une œuvre, fournie par un autre, jusqu'à en faire une œuvre de degré 2, si bien que, ayant échappé à son auteur d'origine, l'œuvre totale n'est que l'intégrale de toutes les variations d'ordre n produites par les lecteurs et leur circulation. Mais c'est là un thème bien connu. Non seulement la première personne qui préside à la réélaboration est inévitable, mais il faut voir tous les bénéfices de ce procès de déformation-prolifération, et les limites aussi. J'espère que YouTube voit le chat et que les viewers se disent ah yo what the fuck, 2 salles, 2 ambiances. Ouais mais c'est pas vraiment 2 salles, 2 ambiances hein. Après on parle de caca mais oui. Ceci dit, j'ai pas relevé quelque chose à un moment donné. Jean-Mi nous disait un peu plus tôt le melon des philosophes de croire qu'ils connaissent tout et négligent les sciences humaines et sociales. Alors je dirais pas les philosophes parce que c'est pas vrai. Et je connais plein de philosophes, notamment à la faculté, qui sont extrêmement compétents et compétentes sur les thématiques que ces personnes travaillent, sur leur prise de conscience que pour le coup, bah, il y a les sciences humaines et sociales qui existent et qui sont relativement pertinentes selon le sujet que tu veux développer en philosophie, clairement. A contrario, les Jean-Michel médiatiques, ça c'est autre chose. Les Jean-Michel médiatiques qui font des bouquins comme si c'était des usines et qui t'en sortent un tous les 6 mois, pour étaler leur médiocrité et leur manque de connaissances absolues et totales à plein de niveaux et pourtant présenter ça comme moi Jean-Michel gros cerveau j'ai réinventé tout, ça par contre c'est autre chose. Et c'est là la différence en fait. Grosso merdo, quand vous tombez sur quelqu'un qui est un personnage médiatique comme un Lordon ou d'autres, on tombe sur ces mécanismes là où en fait on a des Jean-Michel qui sont convaincus d'être des espèces de génies absolus,
qui méritent d'être écoutés, qui devraient être écoutés, parce qu'ils sont pertinents, etc., etc. Alors que la seule chose qu'ils arrivent à étaler, tout le temps, c'est à quel point ils connaissent pas, à quel point ils n'ont pas de compétences sur ce dont ils parlent, en fait, malheureusement. Et c'est ça qui est triste. Mais bon, je reprends. Car avant de déformer pour son compte, activité à encourager hautement, il faut sans doute d'abord avoir fait l'effort de décentrement pour, s'écartant de ses propres manières, entrer dans la manière d'un autre, entrer dans l'économie intellectuelle qui se trouve là, proposée, c'est-à-dire s'extraire de sa complexion, lire hors de soi. Ça n'est pas tout à fait lire que de lire la chose d'un autre, mais en ne faisant que se chercher soi-même, et en étant fâché de ne pas se retrouver entièrement. La lecture, comme exercice nécessairement projectif, est donc ambivalente. Elle est au principe de la création secondaire qui prolonge l'œuvre au-delà d'elle-même. Elle est également de la recherche hermétique de soi dans l'autre. Toute la question est donc ici celle de la certaine mesure. La mesure de la sortie de soi, du décentrement. Pas bien grande lorsque le lecteur n'entre dans la lecture qu'avec l'esprit ses marottes. La plupart du temps d'ailleurs, il est voué à être déçu de ne pas les retrouver toutes. Il fallait parler de mes choses, or elles n'y sont pas. Mais y a-t-il plus navrant que de critiquer une œuvre pour ce dont elle ne parle pas? Sauf bien sûr si le manque est manque du point de vue de son économie intellectuelle même, auquel cas la critique a un sens. Mais autrement... Alors là c'est marrant parce que du coup, il tape un petit peu sur les gens qui pourraient critiquer le bouquin, je trouve. Alors encore une fois, ça c'est peut-être mon interprétation à moi, hein. Mais c'est un peu en mode, franchement, viens pas critiquer mon livre, parce qu'en vrai, peut-être que si tu critiques mon livre, c'est peut-être parce qu'en fait, tu as mis trop de toi dedans. Bon, il finit quand même avec une phrase où il dit, bon par contre, il y a quand même des critiques qui sont pertinentes, si genre en fait, les critiques que t'as, c'est parce que j'aurais dû en parler vu la thématique, et que vraiment j'en ai pas parlé, et que c'était con, ok. Mais je trouve qu'il y a quand même un peu cette position du me critique pas, t'as pas le droit parce qu'en fait c'est toi que tu critiques, parce qu'en fait c'est toi qui t'attendais à des trucs. Ah. Mais après ça c'est peut-être mon interprétation pure, hein, pour le coup. C'est peut-être mon interprétation pure. Ça fait un peu check mec, Joker, tu peux pas tester. Ouais, enfin moi c'est comme ça que je le vois. Alors après encore une fois, c'est une interprétation. Probablement que c'est totalement faux, peut-être que c'est probablement très 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 vrai, je sais pas. Je n'en sais rien. On est parti sur la politique en ses affects. Oui, on a déjà fait un petit chapitre. Enfin, en fait, tout à l'heure, quelqu'un me demandait s'il y avait un avant-propos et tout. On est dans l'avant-propos. Là, littéralement, on est dans l'avant-propos. Il te fait une première partie dans l'avant-propos où en fait, il te dit concrètement... écoute, la lecture c'est compliqué, donc à un moment donné, si tu comprends pas, bah c'est ta faute. En gros c'est un peu ça. En tout cas moi je le vois comme ça. Là on va partir sur un deuxième élément de l'avant-propos, donc la politique en ses affects, puisque bah, je vous rappelle que le livre s'appelle quand même les affects de la politique. Il va nous expliquer un peu le terme. Ok. La politique en ses affects. Il fallait peut-être faire ce détour pour expliquer par avance qu'il risque de manquer beaucoup de choses dans ce livre aux chercheurs de leur marotte. Et qu'il n'était pas fait pour les accueillir toutes. Et puis aussi pour en appeler à la possibilité de la plus grande mesure, à la faculté de se mettre hors de soi qui sont en eux. Commençons donc peut-être par dire que ce livre n'est pas avant de laisser découvrir ce qu'il est. Il est ni un traité, ni une exposition systématique, il n'a pas non plus, encore moins, aucune visée d'exhaustivité. Oui, bah il vaut mieux le préciser, oui, effectivement. Mais ça, on s'en doutait un petit peu pour le coup. Alors pareil, hein, je fais de nouveau une pause. Ça sonne quand même beaucoup comme vraiment le checkmate. Genre... Il fallait peut-être faire ce détour pour expliquer par avance qu'il risque de manquer beaucoup de choses dans ce livre aux chercheurs de leur marotte, etc. etc. Moi, je veux vous parler de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui avait lâché une phrase à un moment donné qui, pour moi, me fait vraiment cet écho-là. Je pense que nous avons une pensée trop complexe. Et je pense que notre erreur, c'est de ne pas avoir expliqué cette pensée trop complexe, de ne pas avoir su expliquer cette pensée trop complexe. Pour moi, on est sur ce niveau-là.
Littéralement, le mec, il est en train de te dire, non, non, mais si tu comprends pas, si t'es pas d'accord, c'est ta faute. Moi j'ai bien fait mon travail. Moi, j'ai très bien fait mon travail. Si tu ne trouves pas quelque chose de bien, si tu trouves qu'il manque des choses, etc., c'est ta faute à toi. C'est pas moi. Moi, j'ai très bien fait mon livre. Voilà. Moi, ça sonne comme ça. Hein. Vraiment, c'est phénoménal. Hein. Alors après, encore une fois, j'ai leur don dans le pif. Enfin, je le cache pas, vous voyez, c'est... Voilà. C'est quelqu'un qui suit mes lives un minimum ou qui connaît un peu mes lectures, vous savez que un Lordon, je trouve que c'est très, très médiocre. Vraiment. Et qu'il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement pas bonnes à plein de niveaux. Et de fait, clairement, je pars pas sur un point de vue très positif de la personne, quoi. Enfin, en tout cas, de son travail, parce que la personne, je la connais pas. Mais bon, je pense que c'est pas quelqu'un de beaucoup plus pertinent que ses travaux, donc voilà. Mais le fait est que là, à l'heure actuelle, peut-être que comme je l'ai dans le pif, je vois ça comme ça aussi, quoi. Non, mais un philosophe économiste qui campe sur les sources du 18e. Disons qu'il y a quand même des points qui laissent à penser que peut-être que c'est pas juste que je l'ai dans le pif et que c'est peut-être un peu raisonné et raisonnable d'avoir ce point de vue là. Mais bon, bref. Je reprends. Il ne s'agissait donc pas de présenter une construction théorique déployée dans toutes ses articulations, mais de montrer comment ça marche. Ça, c'est quoi? La politique, ou plutôt la politique en ses affects, disons même davantage, la politique comme milieu essentiellement passionnel. Alors là, pareil, ça me... Alors, en gros, pour moi, ce que je comprends de ça, ça sous-entend le... Je fais de la vulgarisation. C'est juste un truc de vulgarisation. Point. Ce qui, ça, en soi, ne me dérange pas, par contre, pour le coup. Après, ce que, par contre, je risque de trigger plus tard, mais ça, on le verra, c'est que j'ai peur qu'il fasse une distinction entre le milieu politique est un milieu passionnel, donc un milieu avec des émotions, des passions, etc., a contrario, le reste de la société, pas forcément. Certains aspects, pas forcément. Alors qu'il est assez largement reconnu et montré que, pour le coup, les affects sont éminemment reliés à toutes les décisions humaines, à tous les niveaux. Vous n'avez pas, d'un côté, la rationalité, et de l'autre côté, l'émotion, qui sont séparées, etc., comme souvent c'est développé par tout un tas de personnes qui, très clairement, n'y connaissent rien du coup. Quand vous avez une réflexion qui se fait, une logique qui se met en place, elle se base notamment sur l'émotion. Pourquoi? Parce que ça permet de mobiliser des ressources beaucoup plus rapidement. L'émotion, c'est une réponse directe, rapide, là où la cognition demande un certain temps. Donc de fait, c'est un des mécanismes qui s'est développé dans les espèces animales, pas que l'humain, au passage, rappelons, qui fait que concrètement, quand vous allez repérer certains éléments parallèles à ce que vous avez déjà vécu, une émotion va s'y attacher, en fonction de est-ce que c'est un élément positif, est-ce que c'est un élément négatif, etc. Ce qui va permettre d'avoir une réponse adaptée rapidement, avant même que vous ayez les cognitions qui se mettent en place. Et notamment participer du coup aux cognitions. C'est à ça que ça sert les émotions, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne, pour le coup. Donc vous n'avez aucun élément à aucun niveau des sociétés humaines, et des sociétés animales, et des fonctionnements des espèces animales en général, qui se passent des émotions, des affects. Ils sont éminemment reliés à tout le temps, systématiquement. Ce ne sont pas deux choses opposées d'avoir d'un côté les cognitions et de l'autre côté les émotions. Et le truc, c'est que là, j'ai peur qu'il part sur cette vision-là. Puisqu'il dit précisément, disons même davantage, la politique comme un milieu essentiellement passionnel. J'ai peur qu'il fasse la distinction du coup entre ce milieu, la politique comme passionnel, donc avec des émotions, des affects, etc., contrairement à d'autres milieux. Peut-être que j'ai tort, peut-être que je ne triquerai pas là-dessus plus tard, parce que peut-être que ça ne sera pas le point de vue, mais j'ai un peu peur qu'il y ait cette approche-là. Je continue. Une lecture rapide accorderait rapidement pareil énoncé, mais sans doute pour en avoir loupé le mot décisif, essentiellement. On le sait bien qu'il y a de la passion dans la politique. Essentiellement dit qu'il n'y a que ça. Et c'est ici que la discussion commence vraiment. Essentiellement, ça veut pas dire qu'il y a que ça. C'est pas le sens du mot essentiel. Ça veut dire que la majorité, oui. Il y a que moi qui ai le sens du mot essentiellement, comme en grande majorité, mais pas que. Ou c'est moi qui ai mal compris le mot. Peut-être que j'ai une mauvaise définition du mot, mais il me semble pas que pour moi, qu'essentiellement veuille dire il n'y a que ça.
Relis la phrase. On le sait bien qu'il y a de la passion dans la politique. Essentiellement, dit qu'il n'y a que ça. Donc lui, en fait, si je comprends bien, essentiellement, pour lui, ça veut dire il n'y a que ça. Essentiellement veut dire la chose qui est essentiellement, bah il n'y a que ça. Sauf que pour moi, c'est pas le sens du mot essentiellement. Pour moi, essentiellement, ça veut dire que c'est l'essence du truc, c'est la majorité. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a que ça du coup. Bon après, là je pinaille, parce que c'est juste que je tic parce que la définition, j'ai pas la même. Donc du coup, je me dis, bah, gna. Essentiellement, c'est au minimum, en gros, l'essence du truc, c'est pas forcément la majorité. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais je pense que voilà, on n'a pas la même définition. Bon, du coup, il faut capter que pour lui, essentiellement, c'est tout. Voilà. Que du coup, on garde ça en tête. Dans le sens qu'il en constitue l'essence, ce qui leur attache au plus grand, au supérieur, la nature ou la vertu. Mais pas la majorité. Ah oui, ouais. Ok, oui. Dans ce sens-là. Ça, je peux le comprendre, ok. Mais faudra garder cette définition en tête, parce que si j'ai pas la bonne définition, je vais mal comprendre ce qu'il va me dire, et c'est con, quoi. C'est quand même dommage. Je continue. Et c'est ici que la discussion commence vraiment. Car la vue commune tient que si, évidemment, il y a de la passion dans la politique, il y a aussi des discours, des propositions, des arguments, et donc des appels à la raison, même s'ils ne cessent d'être perturbés par les passions précisément. Ouais, donc là il est en train de dire, ça c'est ce que les gens disent d'habitude, et moi je vais pas dire ça. Et du coup, je vais relire un message qui a été marqué dans le chat, et je pense qu'on va taper dedans. Perso, le titre me tilte sur le risque de psychologiser la politique et de réussir à dépolitiser la politique. Bah moi, si tu commences en me disant, là ce qu'il vient de dire, ce que j'en comprends, c'est que donc tu vas dire, non, en fait, il n'y a pas que y a pas de raison, il n'y a pas de réflexion, de discours, etc. Tout est en fait passion. Effectivement, ça va dépolitiser la politique. Alors que c'est une évidence, malheureusement, il y a des intérêts de classe, il y a des intérêts politiques, il y a des intérêts purement de raison, de s'attaquer, de faire certains discours, de faire certaines prises de position, etc. Pour détruire, rabaisser les autres, etc. C'est pas juste une question de passion. Enfin, encore une fois, tout est mélangé. Prendre qu'un seul des deux aspects, c'est débile. Les cognitions s'appuient sur les émotions, comme les émotions s'appuient sur sur les cognitions. Enfin. Oh, ça va me tendre. On est page 11. 11 sur 191. Je reprends. Or, il va s'agir ici de dire toute autre chose. Même cette part de la politique qu'on croit spontanément rationnelle ou extra-passionnelle. Et vous savez ce qui va se passer? Ah. Eh bien, nous allons bientôt manquer... L'alerte. Bah l'alerte a planté. Bah Jean-Michel alerte. Bah du coup j'ai bu. J'ai quand même bu. Donc je disais, même cette part de la politique qu'on croit spontanément rationnelle, ou extra-passionnelle, quitte à lui reconnaître sa fragilité, pour en faire justement un idéal en péril, mais un idéal quand même, l'idéal qui sous tous les malencontreuses de distorsion dit la vérité profonde de la chose, même cette part d'idéal donc est en réalité à penser dans la dimension des affects. Ah ah. Ah ah. Bah là, en fait, il tape à côté, en fait, je trouve. En gros, il te dit, si tu dis pas que les politiques sont au moins en partie des affects, en fait, du coup, tout est distordu. Et t'es en mode, ben... Ah non, enfin... C'est le risque de fonder sa philosophie à titre personnel sur Spinoza et Nietzsche. On entend beaucoup de ça. Mal lu, mal compris. C'est une philosophie extrêmement individualisante. Je la compare souvent à l'adolescence de la philo. C'est le moment où on se recentre sur soi et son potentiel, d'où la dérive. Car il y a un gros discours de vertu intrinsèque utilisé pour justifier d'une part l'inné et le discours social passe à la trappe.
Oui, c'est... Oui. Oui. Oui, oui, oui. Effectivement. Continuons. Je viens de lire la phrase avant de la lire à voix haute. S'il vous plaît, ne criez pas chez vous. Pensez à vos voisins. Pensez à vos collègues de bureau. Ne criez pas. Seule la théorie spinoziste de l'action et de la pensée peut nous faire accéder à ce point de vue qui contredit toutes nos représentations spontanées en disant qu'idées, valeurs, principes et arguments, dont on fait normativement l'essence de la politique en les opposant aux éruptions et aux emballements, sont encore des manifestations de la vie passionnelle. En réalité, pour la vue spinoziste des choses, la politique en ses affects est un parfait pléonasme. La politique, comme absolument tous les phénomènes du monde humain social, se tient essentiellement dans l'élément des affects, un pléonasme donc, mais qui, au degré où il contredit le sens commun, en vaut la peine. Ça serait quand même dommage s'il y avait eu, je sais pas moi, les sciences humaines et sociales. Plus d'un siècle de recherche, d'analyse, d'observation, d'études, d'expérience. Non, mais je prends l'histoire récente. On a beaucoup étudié récemment, on va dire, globalement les 100 dernières années, les affects, etc., d'un point de vue vraiment scientifique, un minimum solide. Même si, effectivement, bien sûr qu'il faut bien prendre en compte que c'est un processus constant. La recherche, c'est pas Jean-Michel trou de balle dans son coin qui fait sa petite avancée tout seul. Bien sûr que non. Si aujourd'hui on en est où on en est, au niveau des recherches, au niveau des moyens technologiques, etc., c'est parce que justement il y a eu tout ce passif pendant des siècles de développer un par un des petits éléments qui se sont passés d'un scientifique à une autre scientifique, etc., et qui chacun a petit à petit mis sa petite pierre, repris le travail, etc. Il faut bien se rendre compte que la recherche, déjà, premier point, là, t'as Jean-Michel Connard qui te dit « Oui, tout est en fait, c'est Spinoza le génie », déjà c'est un problème. En recherche, la première chose que tu apprends, c'est que tu ne comptes pas. Tu ne comptes pas, tu ne compteras jamais. Tu n'es qu'une pierre, tu n'es qu'un grain de sable. Ce qui compte et ce qui fait progresser l'humanité en termes de connaissances scientifiques, c'est le fait d'être ensemble. C'est le fait de se passer les choses. C'est le fait de travailler en collaboration. Toi, Jean-Michel, tout seul dans ton coin, tu ne feras jamais rien d'important. Tu seras peut-être le grain de poussière important. Mais pas parce que tu es, toi qui tu es. Non, juste parce que tu étais là au bon moment, au bon endroit pour faire le bon truc qui te permet d'avancer. Mais toi, t'es pas important. Tu le seras jamais. Et vraiment, Jean-Billy qui te dit littéralement, putain, seule la théorie spinoziste de l'action et de la pensée peut nous faire accéder à ce point de vue, etc., etc. Bref. Je vais donc continuer sans épiloguer là-dessus parce que, enfin, juste... je vois même pas... Alors, vous voyez, ça c'est le moment où c'est triste. Je ne vois même pas quoi développer sur ça, tellement il n'y a rien. Le mec juste dit... Lui, il y a 400 ans, avait la réponse ultime. Axez-vous sur ce qu'il a dit et point, c'est tout. Et il n'y a rien en fait, il n'y a pas de justification, il n'y a pas de truc pour tenir ça. Non, il te dit juste, ça c'est la vérité vraie. Et ça c'est ce qu'on appelle un dogme. En fait, concrètement c'est ce qu'on appelle un dogme. Le problème c'est qu'un dogme, on peut pas le mettre on peut pas le remettre en question. Enfin, il y a pas de... Ça se base sur rien à part de la croyance. Alors on peut arguer que oui, la recherche est une croyance, parce que c'est une croyance la recherche. On croit que les outils qu'on développe nous permettent de réellement prendre peu à peu conscience et d'avoir des informations sur le réel. Le truc, c'est que c'est une croyance qui se base notamment sur le fait de remettre en question sa propre croyance et ses fondements. Et du coup, de toujours progresser, y compris en devant parfois complètement péter un truc qu'on a considéré pendant des plombes comme étant le truc le plus valide, le plus réaliste, le plus enfin, le meilleur, quoi, etc. Dans la science, on est aussi amené à faire ça. Enfin, dans les sciences d'ailleurs, pas de précis. On est amené à remettre ça en question aussi. Même si c'est resté une base pendant des siècles, la connaissance scientifique, la croyance scientifique nous pousse à remettre en question
y compris ces bases-là. Ce que ne fait pas un dogme comme Lordon, là, avec Spinoza, où il nous dit non, non, mais c'est lui qui est la vérité vraie, et puis c'est tout. Point. Il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de est-ce que en fait ça peut s'attaquer. Non, non, c'est la vérité vraie. Il sait. Il sait. Voilà. Et donc, du coup, le problème, c'est que moi, je peux pas vous dire grand chose de plus que. Sans déconner. C'est tout. Enfin, y a que ça. Enfin, c'est ça ta base. Waouh. Et on est que dans l'avant-propos. Hein. On est que dans l'avant-propos. Je reprends. Comment y faire entrer? Par les concepts, parce qu'on n'en fera pas l'économie. Mais sous une présentation aussi allégée que possible et taillée à façon. En attrapant pour ainsi dire les concepts par le dessus. Par leur face tournée immédiatement vers l'usage, plutôt que par le réengendrement selon l'ordre démonstratif. Comme souvent, c'est un parti pris qui a les inconvénients et de ses avantages. Ce qu'on gagne en légèreté de l'exposition, on le perd en profondeur. Or, il arrive souvent que, coupés de tout appareil ontologique apodictique d'où ils ont été dérivés, certains énoncés de la théorie spinoziste des passions, lui isolément, semblent triviaux et comme empruntés à une psychologie ordinaire. Oh pardon, j'ai pas relevé. Oui, CSC, effectivement, c'est contre son camp. Ça veut dire qu'en gros, il dit quelque chose et il se contredit. C'est ce qui est arrivé exactement au début quand il commence en disant en gros, tout le monde n'est pas un lecteur, la plupart des gens ne savent pas lire et ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Et littéralement 2 pages après, il te dit en fait, tout l'intérêt quand même de la lecture, c'est pas ce qu'a écrit l'auteur finalement, c'est ce que vont en lire chacune des personnes qui vont lire l'auteur et ce qu'ils vont y mettre et comment est-ce qu'ils vont le développer. Littéralement, il dit un truc et son inverse. Il fait un contre son camp. Et c'est ce qu'il fait en fait à chaque fois. Et pourtant, là, on a lu 4 pages, enfin 5 pages. Selon moi, et ma lecture profane de Spinoza, il se contredit. Ah bah oui, oui. Il ne respecte pas la forme de son travail. Et là, il faut l'admettre, qualité du travail de l'éthique à contester le travail. Je suis en train de chercher des mots dans le dico, mais quel enfer d'écriture. Alors oui, je vous dis pas tout le sens des mots. Alors déjà parce qu'il y en a certains que je connais pas forcément plus que ça, que je connais mais il y a de plusieurs années en arrière et que du coup, je vous avoue que j'ai pas retravaillé et que j'avais pas forcément la définition parfaite. Bonjour Éléonore au passage, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Le problème en fait, c'est que là, clairement, il utilise des gros mots, on va dire, en mode ah là là, t'as vu, j'ai mis mon gros cerveau, incroyable. On peut résumer à ça. Hein. Concrètement, ce qu'il te dit, c'est il faut utiliser des sens de mots, des concepts que dans la manière où c'est utilisé de manière large dans l'usage commun. Parce que, en fait, sinon, tu perdras les gens. Voilà. Concrètement, c'est ça qu'il te dit. Utilise les concepts tels qu'ils sont compris par le sens commun. Parce que, en fait, sinon, personne ne te comprendra. Voilà. Moi, je viens de vous résumer la phrase qu'il a dit. Hein. Et tu fais Bref. Or, il arrive souvent que, coupés de tout appareil ontologique apodictique d'où ils ont été dérivés, certains énoncés de la théorie spinoziste des passions, lui isolément, semblent triviaux comme empruntés à une psychologie ordinaire. Qu'une lecture superficielle d'ailleurs trouvera incomplète ou contestable, mais au prix d'une erreur d'appréciation qui tient au statut réel et mal aperçu de ces énoncés, on s'en expliquera plus bas. Que le spinozisme ne contredise pas toujours nos intuitions de sens commun, ça n'est finalement pas une si mauvaise chose, surtout si l'on considère à quel point la plupart du temps, il les déconcerte radicalement, et le lecteur, à qui cette pensée n'est pas familière, aura l'occasion de s'en apercevoir. Du coup, il utilise des mots compliqués pour dire ça, je vois. Bah oui. Oui. Bonjour Gordon, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Tu arrives sur un live où on s'énerve. Mais j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. On lit du Lordon. Et c'est pas très bon. Là, concrètement, on retombe sur le même truc qu'on a vu plus tôt. Si toi t'as pas compris, si toi t'es pas content de ce que je lis, en fait c'est toi qui as tort parce que moi j'ai raison. Moi je comprends Spinoza. Si toi t'as pas compris ça de Spinoza, c'est que t'as mal compris Spinoza. Comme tout à l'heure, je trouve que c'est une prise de position qui est un peu à chier. Mais bon, voilà, c'est mon point de vue sur lui, hein, vraiment, t'es... Ouais, non mais c'est pas très pertinent, hein, je vous le dis tout de suite, c'est quand même pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel.
C'est même un euphémisme de dire que c'est pas exceptionnel là. C'est médiocre. Et bonjour Ultra, j'espère que tu vas bien. C'est pas les sciences de l'utilisation de l'apode pour les attirer les bestioles. Il y a un chat qui vient me faire un coucou. Je continue quand même, je continue. Des concepts donc, et puis des cas. Car il faut donner à voir les concepts. Et on ne les voit jamais mieux qu'au travail, en situation. Disons tout de suite que ces cas ne sont pas des vrais cas. Pas des cas comme les construisent et les traite la sociologie ou la science politique. Donc en gros il te dit, je vais te prouver ce que je dis, mais en fait, en utilisant des trucs qui ne permettent pas de prouver. Ce ne sont que des matières à illustrer, des bancs d'essais à concepts empruntés à des situations schématiques, archétypales, connues, mais qui ne s'agissait pas d'élaborer pour elles-mêmes. On y perd sans doute ce qui fait l'intention réelle dont procède cet ouvrage et ceux qui l'ont précédé, à savoir travailler en ce point de contact possible de la philosophie et des sciences sociales. Non, 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 non. Ce n'est pas à aucun moment, ni de près, ni de loin, un point de contact possible entre la philosophie et les sciences sociales. Non. Non. Quand tu fais ton truc dans ton coin, que tu chies sur un certain nombre de travaux en philosophie, sur le développement d'un certain nombre de travaux en philosophie, tout en chiant absolument et totalement sur les sciences humaines et sociales, tu fais pas un point de jonction entre les deux, tu fais un point de jonction entre ta médiocrité et toi, c'est tout. Mais là, c'est même pas de la bonne philo, ni de près ni de loin. Ça contrevient à un certain nombre de principes qui sont travaillés en philosophie, parce qu'encore une fois, j'ai connu des personnes qui travaillent en philosophie dans les laboratoires de psychologie de Aix-Provence. On était parfois en contact avec les personnes qui travaillent en philo, et encore une fois, ils ont normalement conscience de ce qu'ils ne savent pas. Il y a des échanges qui se font justement, parce que l'intérêt c'est la pluridisciplinarité. Là, pour le coup, on est vraiment sur Jean-Michel, moi j'ai un gros cerveau, je sais tout, je suis au-dessus, alors que vraiment... Imagine tu achètes ce livre au premier degré et tu lis ça. Oh là là. Oh là là. Hein. Bonne préparation de nourriture au passage, c'est rond. Bon, je vais reprendre. Je vais reprendre. Nous disions donc, en l'occurrence, pour y construire quelque chose comme une science sociale spinoziste ou bien une philosophie spinoziste appliquée. Mais on y gagne peut-être en force de suggestion, car, redisons-le, il s'agit de donner à voir comment ça marche. Les affects en politique, la politique en ses affects. Or, il suffit d'évocations assez simples pour y parvenir, peut-être pour donner l'envie de passer à des travaux pratiques plus sérieux. C'est pas difficile. C'est-à-dire à un degré d'élaboration conforme aux standards d'une science sociale. On pourra donc dire, si l'on veut, que ce livre procède d'une intention apéritive. Présenter les concepts, mais légèrement. Prendre délibérément le parti d'une exposition bien plus rhapsodique que systématique. Esquisser des situations types, mais auxquelles on saurait très bien rapporter des situations réelles, pour faire voir quels effets nouveaux d'intelligibilité les concepts y produisent, et par là faire naître éventuellement le désir de s'en servir. A l'inverse de quelques préventions spontanées ou de la satisfaction exhaustive des marottes, les manques pourraient bien être vertueux. Précisément en donnant l'envie de les combler. Seuls quelques mécanismes passionnels de la vie politique sont évoqués ici, dans les deux registres contrastés, disons, des temps ordinaires et des temps séditieux. Ce dernier étant spécialement utile pour défaire l'idée fausse qu'un structuralisme déterministe serait par principe incapable d'accéder à tout ce qui est de l'ordre de la remise en marche de l'histoire. Tout au contraire, c'est bien à propos du soulèvement, de l'insurrection, ou, pour le dire plus généralement, de la crise des formes institutionnelles, qu'un structuralisme des passions offre ses aperçus les plus précieux, notamment celui-ci, que le propre des passions, c'est d'être motrice. Pensera-t-on à la lecture à 100 situations, phénomènes ou événements politiques oubliés et dont il aurait fallu parler? Ce sera tant mieux, car ceci voudra dire que, pour tout ce qui manque, ce qui est dit suffit déjà à donner des idées. En gros,
Jean-Michel te dit, en fait, PTDR, je fais des trucs YOLO. Et puis bah du coup, j'ai fait des trucs YOLO et puis voilà, c'est rigolo. Et si ça t'a donné des idées pour faire des vrais trucs derrière, et bah tant mieux, j'ai réussi parce que voilà, ça montre que je suis trop fort. Bonjour Barbara, j'espère que tu vas bien. Aussi bien que possible en tout cas. On lit du Lordon. C'est pas bien. C'est pas très bien. Mais vraiment, ce niveau-là, c'est incroyable. On est... je vais vous faire... En fait, je vais vous faire un parallèle et vous allez peut-être comprendre pourquoi. Pour ceux qui ne le comprendraient pas, mais je pense que vous êtes plutôt, pour le coup, assez sensibilisés à ces questions-là parce que ça fait un moment que vous êtes sur mes lives et que je travaille ces questions-là. On est sur un niveau, le grand Lordon est en train de nous dire, gros philosophe de ces races-là, vous comprenez, en gros, je vais pipoter comme jamais, mais c'est un mensonge utile. Voilà, c'est ça qu'il nous dit, hein, concrètement. C'est ce niveau-là. Il nous dit, je vais pipoter, c'est du flan, mais je pense que c'est du flan important. Parce qu'il faut motiver les gens. Et devinez ce qui se passe quand vous avez cette approche-là. Qu'est-ce que ça peut poser comme problème que d'avoir cette approche-là de les gens, vous êtes un peu cons, donc en fait, je vais mentir, je vais vous mentir pour que vous alliez dans le bon sens. Parce que moi, je sais le bon sens. Moi, je connais le bon sens. Et donc, je vais vous pousser à aller dans le bon sens en disant des conneries, mais parce que ça vous fait aller dans le bon sens, et c'est ça l'important. Est-ce que vous voyez le léger problème ou pas? Très léger problème. Très léger. Oh que ça part mal. Du coup on n'aurait pas intérêt à plutôt lire Oui Oui ou un truc du même niveau. Mais Oui Oui est plus intéressant, mieux construit que ça. Ah vraiment hein. Puis en plus encore une fois, quand tu vois qu'il te dit ça, et littéralement la page d'avant il te dit alors attention hein, les critiques de mon livre vous avez pas le droit parce qu'en fait ça veut dire que vous avez pas compris Spinoza, vous avez pas compris ce que je voulais écrire et qu'en fait c'est vous le problème et que vous vous attendiez vous à trouver autre chose alors que c'est pas ce que j'écris et que du coup bah c'est votre faute si vous êtes pas content et que vous critiquez mon livre et bah en fait c'est vous le problème. Waouh. Waouh. Heureusement qu'il n'a pas la prétention de dire que ça c'est un ouvrage scientifique ou qui s'approche de près ou de loin d'un minimum de validité. Heureusement qu'il n'a pas cette approche-là, hein, parce que franchement, baser tout ton truc sur... De toute façon, tu peux pas me remettre en question, parce que sinon ça veut dire que t'as tort. Voilà, point. C'est tout sauf des principes qui de près ou de loin se rapprochent d'un minimum d'éthique en sciences en fait. Enfin, vraiment c'est le niveau 0, c'est même pas le niveau 0 quoi, on est au niveau négatif. C'est... Oh là là. J'ai connu des scientifiques qui fonctionnent comme ça. Non, t'as connu des glands. T'as connu des glands qui se présentent scientifiques, qui bossent peut-être dans des milieux scientifiques, mais qui sont tout sauf des scientifiques. Marquis Lordon de la branle d'hier. Ah ouais, là c'est... On a lu 14 pages. Allez, on est reparti. Affect ide ingenium. Non pas les émotions, mais les affects. Homo passionalis. Les affects sont la matière même du social et, plus particulièrement, ils sont l'étoffe de la politique. Voilà un énoncé bien fait pour susciter des réactions ambivalentes. S'il peut d'abord rencontrer un assentiment spontané qui ne voit en effet les emportements passionnels dans la sphère politique, il fait aussitôt l'objet d'une reprise et d'une protestation. La politique, dans son idée la plus haute, n'est-elle pas affaire d'arguments, de principes, de valeurs, soit tout autre chose que les éruptions d'affect qui viennent distordre son idéal communicationnel. Et bah là, c'est là où vous voyez que Jean-Michel, il a 400 ans de retard.
coup j'ai un lurk qui me regarde moi. Bonjour. Azalaï vient aider la forêt avec 8 spectateurs. Ya. Bonjour, bienvenue. Merci énormément pour le raid, j'espère que ça s'est bien passé. Oh, tu étais sur Stray Gold. Est-ce que c'était bien? Est-ce qu'il est bien ce jeu alors? Parce qu'il a l'air rigolo, il a l'air vachement bien. Alors je pense pas du tout que c'est mon type de jeu par contre, mais ça a l'air très bien. Cette animation est géniale. Et ben ça c'est l'alerte spéciale d'Azalaïs. Voilà, Azalaïs elle arrive et elle fait nout nout. Et c'est bien. Sachez que Azalaïs quand même a une chaîne exceptionnelle où elle fait notamment de l'art, elle fait des jeux comme Hades, elle fait des jeux comme bah là du coup Stray Gods, The Role Playing Musical. Enfin franchement très très bonne chaîne, très bonne camarade, n'hésitez absolument pas à y aller. Et toute la thématique c'est quand même les pingouins et le feu. Voilà. C'était chouette, il est intense un peu et belle direction artistique. Ok, cool, c'est trop bien. Bah alors du coup je vous avoue que vous arrivez sur un truc qui est pas bien. Vous avez vu comment je suis? Vous arrivez du raid et moi je vous dis alors par contre vous êtes sur de la merde hein. Oui il y a aussi de l'Eurovision. Ça c'est vrai que c'est important, il y a aussi de l'Eurovision. Et bonjour Mine. Bah c'est normal, c'est la base. Je mets toujours en avant les camarades qui méritent. Du coup vous arrivez sur une lecture de Lordon. De Frédéric Lordon. Et c'est... Ça existe. Voilà. C'est pas exceptionnel. On va dire ça comme ça. C'est médiocre. Et ça se contredit. Toutes les 5 secondes. Ce qui est un peu triste. Ce qui est un peu triste. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Lordon, c'est très rigolo. C'est un philosophe et économiste. Et il fait de la philosophie des économies. Ouais, je sais que dit comme ça a l'air rigolo, hein, mais c'est vraiment ce qu'il fait dans la vie. Et donc du coup, c'est un grand penseur qui vous explique comment est-ce qu'il pense mieux que vous et pourquoi vous devez penser comme il vous dit de penser. C'est un homme blanc, hétéro, cis, valide, aisé, héritier d'un patron et compagnie. Ça fait beaucoup d'éléments qui, on va pas se mentir, sont pas super positifs pour lui. Enfin, si pour lui c'est très positif, mais qui laisse à penser que potentiellement il va taper à côté. Et il tape à côté, très largement, systématiquement en fait. On a lu 15 pages, on a envie de le dégoumer. Enfin vraiment, j'ai envie de le défoncer. C'est incroyable. Il est pas bon. Il y a des mots qui s'enchaînent et du coup sémantiquement c'est un livre, mais voilà quoi. Ouais. Dans l'idée, on est donc en train de lire les affects de la politique. C'est censé parler du fait que la politique, en fait, c'est pas que des cognitions, c'est aussi des émotions. Et en fait, le manque de bol qu'il a, c'est que dans son idée, telle qu'il est en train de nous la développer, en fait, la politique, c'est pas des cognitions, en fait, c'est que de l'émotion. Pour lui, il nous dit, en fait, non, on pourrait croire que les gens sont que des personnes très réfléchies quand ils font de la politique. En fait, c'est faux, les gens sont surtout des gens qui sont... c'est pas surtout, justement, c'est ce qu'il dit, lui. Il dit, ce n'est que de l'émotion, ce n'est que des affects. Ce qui est débile. Parce qu'en fait, encore une fois, l'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas les cognitions sans les émotions et vice-versa, enfin... Voilà. Lordon, champion du monde de Je m'écoute parler et je vous assomme de ma science. Non, c'est même pas de la science. Avec des mots longs comme le bras, même que je suis sûr que vous les connaissez même pas. Ouais, il y a beaucoup de mots qui sont enchaînés, qui sont genre très Jean-Michel Gros Cerveau. Hein. Vraiment, c'est lourd. C'est lourd. C'est très très lourd. En tout cas, merci encore une fois énormément pour le raid. Installez-vous, mettez-vous bien. J'espère que vous vous sentirez bien avec nous, même si nous sommes sur des lectures d'une qualité discutable. Je reprends la lecture. L'époque est sans doute prête à accorder, de nouveau, de l'intérêt au thème des affects. Cependant, elle ne cesse d'en avoir une compréhension spontanée, marquée par les usages communs qui en ont été faits jusqu'ici. Les affects ne sont que la part émotionnelle du comportement humain, celle-là même que la part rationnelle et communicationnelle doit s'employer à maîtriser. Je vais lui... Oh putain. C'est un affectif.
Il est trop dans l'affect. Ce sont peut-être les formules qui résument le mieux le point de vue contemporain sur les affects. Une donnée de la nature humaine, mais une distorsion regrettable qu'idéalement il faudrait chercher à réduire. Bon, encore une fois, je ne vais pas revenir pour la 150e fois dessus, surtout en 15 pages. Jean-Eudes part toujours du principe que lui et son gros cerveau savent mieux, et que quand il affirme que du coup, bah, les gens en fait ils savent pas, et qu'en fait on n'a pas de connaissances plus que ça, etc., c'est vraiment de la merde. Il y a littéralement des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années de recherche sur ces thématiques-là, depuis des plombes, ça fait plus d'un siècle qu'on travaille sur toutes ces thématiques-là. Scientifiquement parlant, on a de la base. Et lui, il continue à toujours partir de son point de vue de Spinoza, qui date du 18e, 17e, 1600, 17e, du 17e. C'est débile. C'est profondément dépassé. À tellement de niveaux que continuer à se baser sur ça, c'en est ridicule. Comprenez bien que quand on fait un minimum de travail dans ces thématiques-là, utiliser éventuellement certaines notions qui ont été développées par des philosophes à différentes époques, ce n'est pertinent qu'à partir du moment où ça vous permet par exemple de dire, bah voyez, ça c'était les premières réflexions, les premiers travaux sur cette thématique-là, qui du coup a permis à tel élément scientifique de se développer au cours des siècles suivants, on a pu travailler tel truc, etc. Bref, s'en servir comme la base, la première brique qui a permis de lancer tout le truc. Pas comme le pilier central qui est au milieu et qu'on continue à utiliser encore et encore. C'est profondément débile. C'est incroyable. Il y a Spinoza dans la phase d'après. Je vous préviens tout de suite. 17e et surtout la période où la science commençait à séparer l'homme blanc des animaux. Je dis ça et je dis rien. Oui, voilà. Non mais, encore une fois, il y a des présupposés qui sont complètement éclatés, parce que racistes, parce que misogynes, parce que plein de trucs à plein de niveaux. Et t'es là en mode, mais oh bordel, 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 bordel. C'est marrant comme quand on parle des affects, on est à ça de parler d'hystérie et d'instinct bestial. Hein. Quelqu'un lui a dit qu'il n'y a pas que lui et Spinoza qui existent. Non mais c'est pour être sûr. Bah je pense pas, non. On reprend. Mais quand Spinoza parle des affects, il parle de toute autre chose que nos émotions. Et les fausses pertinences du pharisaïsme rationaliste, qui déplore avec ostentation le mauvais part émotionnel chez les autres, sont à des lieux de ce à quoi le point de vue des affects donne accès. L'affect, chez Spinoza, est le nom le plus général donné à l'effet qui suit de l'exercice d'une puissance. Une chose exerce sa puissance sur une autre. Cette dernière s'en trouve modifiée. L'affect est le nom de cette modification. Le vent courbe une tige. La tige est modifiée. Elle est affectée. Une personne parle à une autre qui se met en colère ou bien s'en trouve agréablement songeuse. Elle a été modifiée, tristement dans un cas, joyeusement dans l'autre. Alors ça déjà c'est un présupposé qui est foireux, mais d'accord. Affect est le concept central d'une grammaire générale de la puissance, dont la formule la plus concentrée peut être donnée dans la proposition qui clôt la partie 1 de l'éthique. Rien n'existe sans que dans sa nature ne s'en suivent quelques effets. Toute chose est par essence puissance, c'est-à-dire pouvoir de produire des effets, puissance s'exerçant nécessairement, c'est-à-dire produisant nécessairement des effets. Bon, là, allez, on va pas dire grand-chose parce que concrètement, il nous dit, bon bah voilà, Spinoza il dit ça, affect ça veut dire ça, dans notre vision du livre, affect a ce sens-là. Il définit les termes, ça j'ai pas grand-chose à vous dire dessus. Bon, il y a des présupposés qui sont faits à certains moments qui sont à mon avis discutables, mais flemme. Parmi les choses de l'univers, l'homme est un notoire producteur d'effets. Il affecte les autres choses et particulièrement ses semblables. Même si, du fait que les hommes vivent en société, leurs entre-affections sont systématiquement médiatisées par des rapports sociaux, des formes institutionnelles, etc. Dans l'ordre commun de la nature, dont Spinoza nous dit que l'homme est une partie, il n'est pas comme un empire dans un empire. Je vais rien dire. Dans l'ordre commun de la nature, dont Spinoza nous dit que l'homme est une partie, il n'est pas comme un empire dans un empire. Affect est le nom qui concentre l'opération de la causalité universelle, de l'enchaînement des causes et des effets. Est-ce assez pour laisser entrevoir combien on est éloigné des lieux communs du discours des émotions? C'est trop pour étaler ta putain de médiocrité. Surtout, t'as rien montré. Là, t'as défini un terme, c'est tout. Donc en fait,
Je reprends. On peut reprendre les choses autrement. L'homme, comme chaque chose d'ailleurs, est conatus. Le conatus dit la puissance même comme élan d'activité, comme projection dans le monde, d'un pouvoir d'y produire des effets. Mais lesquels? Le conatus en soi est pur et fort, donc générique, intransitif, c'est-à-dire ne sachant ni quoi faire ni vers où s'orienter. Ces orientations concrètes, nous montre Spinoza, le sens de ces poursuites particulières lui viendront nécessairement du dehors, des rencontres, des choses extérieures qui, exerçant leur propre puissance sur lui, l'affecteront et par là le détermineront comme désir de faire ceci ou cela. Et c'est bien ce que nous dit la première définition des affects. Le désir est l'essence même de l'homme, en tant que on la conçoit comme déterminée, par suite d'une quelconque affection d'elle-même, à faire quelque chose. Quelque peu obscure, à force d'être rigoureuse, la formule dit pourtant tout ce qu'il y a à comprendre. Ça n'est que sous le coup d'une quelconque affection, par une chose extérieure, que l'élan générique est, en tant que tel, intransitif du conatus, trouve sa détermination comme désir de faire quelque chose. Pour dire les choses d'une manière contestable, mais peut-être parlante, le conatus, as such, est comme un élan générique en suspens, c'est-à-dire en attente d'une détermination à se concrétiser, à se transitiver. Il ne sort de ce suspens que par l'effet d'une affectation, de rencontre qui vient le déterminer particulièrement pour lui donner la forme d'un désir défini. Formulation en effet contestable, puisqu'en réalité le mode humain est toujours là, est toujours déjà en interaction avec d'autres modes, si bien que le conatus est toujours déjà affecté et que l'idée d'un conatus en suspens n'est qu'une fiction théorique, un être de raison, dirait Spinoza. Ainsi, il n'est pas d'action sans qu'il y ait eu un désir d'agir et il n'y a aucun désir. Il n'y a aucun tel désir. Okay. S'il n'y a eu d'affection antécédente qui a redéterminé le conatus sous l'espèce de ce désir particulier. Dire que l'homme vit dans la condition passionnelle n'a pas d'autre sens que de dire qu'il vit sous l'empire de la causalité affective. Homo est essentiellement passionalis. Il ne fait rien sans y avoir été déterminé, c'est-à-dire sans avoir été déterminé à désirer de le faire, et cette détermination a opéré en lui par affect et par les réorientations de son élan conatif qui s'en sont suivis. Comprendre la politique par les affects, c'est partir de là. Ouais. Pouette, je vais aller manger, des bisous et bon live. Et bah des bisous à toi et bon miam. Je t'avoue que j'ai faim, mon ventre grogne. Donc je vais pas trop tarder à faire une pause repas. Mais en tout cas, merci encore une fois énormément pour le raid. Et puis bah bon appétit. Et oui, c'est un peu une épreuve parce que c'est vraiment médiocre. Et bonjour Ogre, j'espère que tu vas bien. Les lectures de sciences humaines et sociales, j'arrive à suivre, mais je trouve son écriture imbuvable. Parce que c'est pas intéressant, parce que c'est de la merde, parce que c'est trop empoulé pour dire « Oh, t'as vu mon gros cerveau ?» et que, bah en fait, c'est pas le principe de la science normalement. C'est vachement efficace pour m'aider à me souvenir pour quelle raison je détestais les cours de philo tels qu'ils existaient à l'école, quand tu dois ingurgiter la sagesse de bourgeois morts au lieu de t'aider à construire ta propre réflexion. Oui. Sauf que j'ai jamais oublié pourquoi je détestais ça. Oui. En effet. Je pense qu'effectivement c'est exactement la chose. C'est exactement la chose. On se rend compte vraiment que c'est déjà l'approche qu'il a eu tout à l'heure et qui m'a fait péter un câble. Je vais poser le livre, hein, merde. Tout à l'heure, à un moment donné, il nous sortait un truc du genre non mais voyez bien qu'en fait vous comprenez pas, donc je vais vous raconter des cracks, mais ça va vous permettre d'aller dans le bon sens. C'est moi qui vais vous mettre sur le bon sens parce que vous comprenez que là, en fait, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. C'est à moi de vous mettre sur le bon sens. Vraiment cette prise de position, cette approche de moi Jean-Michel gros cerveau, je sais ce qui est bon pour toi et je vais te mettre là dans la motion, dans le mouvement pour aller vers ce qui est bon pour toi, ce que moi j'estime être bon pour toi. C'est vraiment nul. C'est vraiment nul. C'est médiocre. Vraiment c'est... Voilà quoi. Ceci dit, au-delà de ça, qu'est-ce qu'il nous raconte avec toute sa diatribe beaucoup trop longue, en dehors de ce présupposé-là de moi je sais bien, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut que vous pensiez, qu'est-ce qu'il faut que vous croyiez. Oui, je parle très bien le français. Il nous dit que ça serait bien de prendre conscience que en fait, quelles que soient nos actions, quelles que soient nos pensées, elles sont déterminées par ce qui est tout autour de nous. Bon.
je vous avoue que personnellement, du fait de mon bagage, notamment académique, en sciences humaines et sociales, je suis pas entièrement d'accord, je suis pas entièrement contre. C'est-à-dire que, concrètement, la philosophie, c'est moi. Concrètement, ce que montrent les études, c'est qu'on a une part d'inné comme on a une part contextuelle. Voilà, c'est ce que montrent malheureusement les études. Hein. Oui, vous avez des éléments qui sont innés, c'est vrai. Mais vous n'avez pas que ça. Vous avez plein d'éléments qui sont contextuels. Moi, personnellement, je suis plutôt d'une branche de la psychologie sociale. C'est-à-dire qu'en fait, on part de l'approche que ce qui est majoritaire, c'est plutôt le contexte, les systèmes dans lesquels on évolue. C'est eux qui vont, en grande majeure partie, expliquer les comportements, plus que l'inné. Même si l'inné a un impact, on part du principe que ce qui va le plus, on va dire, définir les actions, définir les comportements, définir les croyances, etc., c'est, pour le coup, le social. C'est ce qui va être acquis. C'est ce qui va se partager. Et pour le coup, bah là, ce qu'il dit, c'est un peu dans ce sens-là. C'est ok. En fait, il y a. Alors lui, encore une fois, il met de côté. Alors c'est bizarre parce qu'il met à la fois de côté l'inné. C'est-à-dire qu'il a tendance à dire en fait, vous avez rien d'inné puisque tout est défini par ce qui est autour de vous. C'est parce qu'il y a des choses autour de vous que du coup, vous allez réagir de telle manière. Sauf que par contre, à contrario, il va venir avec un côté très déterministe, très. Oui, mais en fait, s'il se passe ça, tu vas réagir forcément comme ça. C'est pas forcément vrai. Enfin, c'est même pas vrai. On peut déterminer que selon le contexte, il y a de grandes probabilités que tu fasses telle action. Mais une probabilité, c'est pas pareil. Qu'une grande majorité des gens se soumettent au contexte et aillent dans la direction qu'on s'attend, c'est une chose. Dire que toute personne ira dans ce sens-là parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix, c'en est une autre. On a le choix. On a tout un système de croyances dans nos sociétés qui nous laisse malheureusement peu croire qu'on a le choix, mais on a le choix. Le fait est qu'on a le choix. C'est ça en fait le truc qui moi me chiffonne, c'est que la manière dont il a l'air de présenter les choses, la manière dont en tout cas je comprends ce qu'il nous dit, c'est en fait vous n'avez pas le choix. Et je trouve ça assez rigolo parce que alors qu'il a cette approche qui consiste à nous dire vous n'avez pas le choix, en même temps il nous dit bah moi je sais ce qu'il faut faire pour vous et donc je vais vous faire aller dans cette direction là. Sauf que du coup si on suit sa logique, si les gens n'ont pas le choix en général, comment ça se fait que lui il peut savoir? Comment ça se fait que du coup lui il peut être au-dessus de ces éléments là? Comment ça se fait que lui il est en mesure de prendre des décisions? Parce que ses grosses études de philosophie? Parce que Spinoza? C'est ça? Le privilège 6 être bourgeois? Ouais. Vous voyez, c'est un truc où c'est quand même assez rigolo parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc bref, c'est d'une qualité discutable, nous dirons. Je ne vais pas revenir sur tous les termes, conatus et compagnie, là, essayer de vous l'expliquer, mais en voulant mettre à chaque fois des mots à la con un peu partout, pour dire mon gros cerveau. En gros, c'est l'idée que tes cognitions, hein, l'idée que tu vas être en réaction à des événements contextuels, etc., qui vont te pousser dans tel ou tel sens. Ok, très bien, cool. Ok. J'ai vu le marqueur de fin de VOD, on a une fin de chapitre, du coup on va en profiter, on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Petite fougère de YouTube, on se dit à très bientôt pour la suite dans une prochaine VOD de lecture de sciences humaines et sociales. Tchou tchou tchou.